Bienvenue dans Smart Bourse, votre émission quotidienne sur Smart for Change pour rester à l'écoute des marchés. Chaque jour, vous nous suivez en direct à 17h à la télévision via vos box et vous nous retrouvez chaque soir en rattrapage, soit en replay vidéo sur bismart.fr, soit en podcast audio sur l'ensemble de vos plateformes d'écoute préférées. Au sommaire de cette édition ce soir, nous parlerons de cette volatilité des marchés, actions qui s'installent autour du thème de la technologie notamment, séance encore compliquée pour certaines grandes valeurs tech et notamment dans le secteur des semi-conducteurs. Pauline Grattel vous donnera un peu plus de détails effectivement sur la séance en cours et les secousses qui animent désormais de plus en plus fréquemment, régulièrement ce secteur de la technologie et notamment cette partie semi-conducteurs, le sous-secteur de la mémoire étant le secteur chaud du moment. La volatilité s'incruste donc dans les marchés technologiques avec des signaux de plus en plus contrastés, des questionnements qui reviennent sur le coût des investissements, le véritable coût à la sortie pour le client final et entre les deux, quel sera le degré de rentabilité pour les acteurs de l'IA aujourd'hui. Voilà donc pour l'ambiance en cette fin de semaine. Pauline Grattel vous apporte plus de détails, je le disais, dans un instant. Comme chaque dernier vendredi du mois, nous dresserons par ailleurs ce grand tableau de bord des marchés pour essayer de vous apporter le maximum d'informations sur le mois écoulé et des perspectives évidemment pour la suite. Laurent Albi sera avec nous en visio dans un instant et à mes côtés en plateau nous serons avec Bertrand Lamiel, directeur général de Ports en Part Gestion. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse, notre rendez-vous de décryptage économique comme chaque mois avec Michel Rumi, économiste associé de SPAC, qui nous parlera de l'héritage Greenspan. Alan Greenspan nous a quittés à 100 ans il y a quelques semaines. Il laisse évidemment un important héritage après avoir passé 20 ans à la tête de la Réserve fédérale américaine de 1987 jusqu'à 2006. Michel Rumi, donc sur l'héritage Greenspan, ce sera à suivre dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse ce soir. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse, Pauline Grattel est à nos côtés et vous apporte les infos clés du jour sur les marchés. Bonsoir Pauline. Bonsoir. Tous les regards sont donc braqués vers le secteur technologique. Oui, parce que l'IA, ça coûte cher. Les investisseurs s'inquiètent de la rentabilité réelle et du coût massif des investissements liés à l'intelligence artificielle. Les annonces d'augmentation de prix chez Apple et Microsoft, justifiées par les envolées des coûts des composants, ravivent les doutes. Ainsi, les indices sont en repli. En Europe, le Stoxx 600 et l'Eurostoxx 50 cèdent 1% environ. Pareil pour le CAC 40 en France qui évolue autour de 8350 points, lesté par STMicroelectronics qui perd 3% dans ce contexte. Côté américain, les indices sont ouverts en repli. Le Nasdaq est pénalisé par cette situation et cède jusqu'à 1% dans les premiers échanges. Ouais, effectivement, l'ambiance est plutôt au redressement depuis l'ouverture de Wall Street, mais encore une fois avec une volatilité qui est remontée d'un cran sur le secteur technologique et notamment sur le secteur des semi-conducteurs, Pauline, avec un indice SOX. Quand le Nasdaq est en train de revenir à l'équilibre, l'indice SOX, lui, perd encore 4,5 à 5% au moment où on se parle. Tout ça freine évidemment un peu l'enthousiasme. Oui, face à l'explosion des coûts de production, Apple officialise des augmentations immédiates de 15 à 25% sur ses Mac et iPad pour préserver ses marges. À titre d'exemple, le MacBook Air subit une hausse de 200 € et l'iPad Pro voit ses prix s'envoler. Apple a déclaré qu'il n'avait jamais vu les prix d'un composant augmenter autant et aussi rapidement. Apple affirme par ailleurs chercher d'autres leviers pour éviter de faire payer la facture à ses clients. D'autres réactions se sont enchaînées. Juste après Apple, Microsoft augmente à son tour le prix de ses Xbox, victimes de la même crise des composants. Apple avait cédé 6% hier et ouvre à l'équilibre. Microsoft progresse de 3%. Ouais, petit rebond pour Apple, effectivement, actuellement, mais pour le secteur des semi-conducteurs, c'est plutôt à nouveau la douche froide après le rebond d'hier. Oui, c'était grâce aux résultats de Micron, porté par la frénésie des data centers. Le géant des semi-conducteurs a vu son titre rebondir de 16% suite à des performances financières bien plus élevées qu'attendues. Aujourd'hui, à Wall Street, le titre cède une partie de ses gains sous la pression d'un climat sectoriel devenu plus lourd, comme on le disait.
Un mot rapide aussi de SpaceX. Le souffle retombe un peu après 2 semaines de cotation. Une IPO record marquée par une envolée de 70%. Le titre consolide. L'action évolue peu et se négocie autour de $150. Oui, la tech, c'est aussi l'Asie au sein d'indices lourdement chargés en valeurs technologiques. On pense au Kospi sud-coréen, mais le Japon également est un marché de technologie. Oui, le Nikkei a clôturé en repli de 4% ce matin après avoir gagné 4% hier. Le principal catalyseur, le coup de froid d'OpenAI sur SoftBank. Selon des informations du New York Times, OpenAI envisagerait de reporter son introduction en bourse à l'année prochaine. Le géant de l'investissement SoftBank, qui a massivement misé sur la start-up, a vu son titre s'effondrer de 12,5%. Au Japon, les investisseurs ont également certainement profité des doutes sur les coûts des infrastructures IA pour prendre des bénéfices. À noter également en France, dans le secteur de la défense, le titre Exail Technologies bondit de quasiment 30%. Oui, Exail confirme des informations de presse et indique être en discussion avec Safran en vue d'un rachat au prix de 128,50 € par action. Le groupe précise toutefois qu'il n'y a aucune garantie à ce stade de voir les négociations aboutir. Avec le rebond du jour, le titre se négocie autour de 120 €. Un mot également des grands marchés macro et des équilibres qu'on peut observer sur les marchés obligataires, par exemple, Pauline. Le rendement américain à 10 ans est tout à fait stable au cours de la séance pour évoluer autour de 4,40%. En Europe, le rendement allemand à 10 ans évolue autour de 2,85%. Sur le marché d'échange, le dollar cède du terrain après avoir flambé depuis une semaine. L'euro-dollar se traite autour de 1,14. Enfin, du côté du pétrole, le baril de Brent est en repli de près de 3%, légèrement au-delà de 70 $. Et le WTI américain évolue autour de 70 $ le baril. Quels seront les temps forts qui marqueront la semaine prochaine sur les marchés, Pauline? On attend l'inflation de plusieurs pays de la zone euro en première lecture pour le mois de juin tout au long de la semaine et l'inflation de l'ensemble de la zone mercredi. On regardera également la croissance britannique du premier trimestre en seconde lecture et les PMI manufacturiers et services de la zone euro, par exemple, pour le mois de juin. Côté américain, ce sera la semaine de l'emploi du mois de juin. Exceptionnellement, elle se conclura avec le rapport du département du travail jeudi parce que les marchés américains seront fermés vendredi pour l'Independence Day. Tendance, mon ami, chaque soir en ouverture de Smart Bourse. Pauline Gratel à nos côtés, à vos côtés pour vous apporter les infos clés du jour sur les marchés. Deux invités avec nous ce soir pour dresser ce grand tableau de bord des marchés comme chaque dernier vendredi du mois. Bertrand Lamiel est à mes côtés en plateau, le directeur général de Ports en Part Gestion. Bonsoir Bertrand. Bonsoir Grégoire. Bienvenue, merci beaucoup d'être là. Merci à Laurent Albi de nous accompagner également à distance, le responsable de Next Momentum et cofondateur de Calaïs 360. Bonsoir à vous Laurent. Ravi de vous retrouver messieurs pour... alors, nous allons parler évidemment de ce qui se passe sur le Nasdaq américain, mais un mot peut-être du match traditionnel entre les marchés européens et américains. Bertrand, on peut remonter d'ailleurs un peu plus loin que le seul mois de juin. Vous avez pris une période qui remonte d'ailleurs sur un peu plus d'un an. Vous faites démarrer cette séquence au moment de l'annonce des tarifs, donc c'est mars 2025, avec Donald Trump qui revient en grande pompe, fracassante à la Maison Blanche. Depuis, en fait, intéressant de voir quand même les performances comparées. Vous avez regardé les choses entre le Nasdaq, l'Eurostoxx et les small et mid cap européennes, spécialité bien sûr de Ports en Part. Oui, donc tout est remis en euros. Donc la traduction du Nasdaq et du S&P 500 est remise en euros, ce qui était important l'an dernier parce qu'en 2025, on a quand même eu un change assez défavorable. Donc on s'aperçoit qu'au moment où Donald Trump déclenche la guerre des tarifs douaniers, en fait, la première victime, c'est le marché américain qui s'écroule. Alors on voit que ça baisse aussi, c'est la ligne bleue et verte sur le marché européen. Mais alors, le marché américain, lui, pour le coup, c'est vraiment la première victime. Et derrière, donc, rétropédalage, je reviens, je vous laisse 90 jours. Enfin bref, on se rappelle de l'histoire. On découvre le taco. Et là, on s'aperçoit que les marchés américains repartent, mais n'arrivent pas, enfin, on consolide du terrain qui n'arrive pas à reprendre au marché européen. Et arrive la deuxième valse hésitation sur les marchés avec donc le conflit déclenché par les États-Unis en Iran. Donc là, pareil. Les marchés rebaissent, donc on est à peu près sur les mêmes dates et c'est à peu près le mouvement de même ampleur. Donc les marchés rebaissent. Et là, pour le coup, quand ils redémarrent, les 7 magnifiques, qui n'étaient plus d'ailleurs très magnifiques, je me rappelle que Laurent, le mois dernier, nous disait qu'il n'y en restait plus qu'une ou deux. Ouais. Bref,
repartent quand même. Alors, ça en fait pas des leaders, mais comme elles sont quand même grosses dans l'indice, elles repartent et elles aident le Nasdaq, c'est ce qu'on voit, même traduit en euros, à revenir au niveau des indices européens. Ouais. Et pendant tout ce temps-là, les indices petite et moyenne capitalisation font aussi bien, voire de temps en temps mieux qu'un indice de grande capitalisation en Europe. Il y a tout le sujet de la souveraineté qui a joué à plein et des investissements européens où les Européens, en fait, les deux séquences de Trump, là, ont clairement fait changer quasiment du tout au tout la plupart des politiques européens qui se disent, OK, alors plus ou moins vite, avec plus ou moins d'ampleur, se disent, il faut qu'on compte sur nous-mêmes. Ouais. On ne peut plus compter sur les Américains. Donc, il va falloir faire des investissements sur nos technologies, sur nos industries. Chaque épisode de crise supplémentaire pousse un peu plus l'Europe, force un peu plus l'Europe à avancer sur ce chemin de la souveraineté. Oui, clairement, on l'a vu avec des revirements. On en a parlé l'an dernier, mais il y a eu le revirement sur l'armement qui était persona non grata, ouais. Et qui là, on s'aperçoit que non, en ESG, finalement, c'est bien parce qu'on a besoin de valeurs d'armement pour défendre nos valeurs de démocratie. Donc ça, c'était l'événement le plus fort, mais on voit après des plans d'investissement européens qui se mettent doucement en place, mais en tous les cas qui sont annoncés. Malheureusement, face à ça, on a quand même le sujet de la dette, parce que tous les États ne sont pas comme l'Allemagne qui a la capacité à monter de la dette, mais encore faut-il forcer un tabou, ce qui n'est pas gagné. Pour les autres, on voit que c'est un peu plus compliqué. Ça peut expliquer d'ailleurs la sous-performance sur les derniers mois du secteur de la défense en Europe, parce que 24-25 ont été des grandes années de rallye pour ce secteur-là, au sein de l'industrie. Depuis le début de l'année, c'est plutôt un secteur en retard. On a vu que les grandes capitalisations, Rheinmetall, qui était la valeur star des années 2024-2025, doit être à moins 20 ou moins 30%. Au moins 30%, parce qu'ils ont beaucoup baissé encore cette semaine, avec une commande publique, justement, qui change de main. Donc là, c'est compliqué. Il restait Exosense et Exail, mais qui finissaient par être... tiré par la gravité. Ouais. Là, on a une nouvelle sur Exail avec... potentiellement, c'est le bon moment pour un deal, du coup, peut-être. Une offre de Safran, oui, sachant qu'Excel était empêtré dans une histoire pour faire sortir un fonds qui a son capital. Enfin bref, donc il y avait un enjeu financier, qui malheureusement promettait de durer jusqu'à fin d'année pour pouvoir faire clair. Donc ça, déjà, ça a mis une chape de plomb sur Exail. Et là, c'est on l'a vu à 160, Exail, effectivement. Donc elle est quand même en dessous, très nettement en dessous de ces sommets. Et là, il y a peut-être un deal qui est en train de se dessiner avec Safran, ce qui serait a priori assez synergique. Oui. Et qui va dans l'idée quand même de préserver la technologie, non seulement sur le sol européen, exactement. Mais avec des capitaux européens. Oui, parce que clairement, c'est une pépite technologique. C'est une véritable boîte d'ingénieurs. Donc, on connaît Exail sur le côté des drones marins, mais il y a aussi les centrales à inertie, les centrales inertielles en fait qui permettent de se repérer sans avoir de GPS. Donc là franchement c'est quelque chose de très pointu. Sur l'Europe, commençons par l'Europe, Laurent, puisque en plus vous le dites, vous l'écrivez, quand on regarde un indice comme l'Eurostoxx 50, la dynamique est intacte. Peut-être que ce message-là est différent quand on parlera du Nasdaq, mais sur l'Europe, l'Eurostoxx affiche une dynamique intacte. Oui, absolument. On est dans un canal haussier de long terme, puisque l'Eurostoxx 50, depuis le point bas d'octobre 2022, est dans un trend qui est clairement positif, et il vient d'inscrire des nouveaux records absolus. Donc, j'ai envie de dire, tout va bien. C'est vrai qu'on ne parle pas beaucoup de l'Eurostoxx, en tout cas, l'intelligence artificielle étouffe tous les autres narratifs. C'est la séquence du moment, mais il faut quand même reconnaître que l'Eurostoxx, il est dans une très belle dynamique. Alors, je pense que on pourrait avoir peut-être d'un point de vue tactique une respiration peut-être dans les prochaines semaines sur un niveau de polarité qui est à 6080 points, c'est-à-dire l'ancien sommet du mois de février. Mais je pense que c'est un point d'achat et qu'on est dans une tendance qui, pour le moment, ne donne pas de signes particuliers de fatigue. Donc je trouve que c'est intéressant de le rappeler parce que c'est évident que le trade qu'il fallait faire, c'était celui des semis et du Nasdaq à partir du 31 mars. On a peut-être un petit peu oublié l'Europe et je pense qu'on a encore des atouts à mettre en avant.
d'autant plus que je pense que cette deuxième partie d'année, même si cette révolution intelligence artificielle est loin d'être terminée et je fais partie de ceux qui y croient totalement. Je pense néanmoins que du point de vue de l'investisseur et de l'allocation d'actifs et de la diversification, ça ne serait pas complètement idiot de réallouer un petit peu ces fonds en repondérant peut-être un petit peu plus l'Europe. C'est la prolongation d'un message que vous esquissiez déjà le mois dernier, Laurent, si je me souviens bien. Absolument, Grégoire, vous vous souvenez parfaitement. Alors, c'est intéressant que vous le souligniez maintenant, parce que si on regarde ce qui s'est passé sur le Nasdaq 100, justement depuis le dernier grand tableau de bord des marchés à la fin du mois dernier, il ne s'est rien passé en fait. On est en consolidation, donc ça montre bien qu'on est maintenant dans une phase de digestion ou d'indigestion, je ne sais pas, par rapport au rallye précédent de la part des investisseurs. On a eu une espèce d'enthousiasme débridé. Et voilà, quand les titres montent et que les valorisations montent, on commence à se poser des questions qu'on se posait d'ailleurs avant le début du rallye du mois de mars, à savoir les capex, est-ce que c'est pas trop, où est la rentabilité, à quelle échéance, quel horizon, est-ce qu'on sait, voilà, toutes ces questions qu'on avait un petit peu étouffées à partir du 31 mars, elles reviennent dans l'esprit des investisseurs. Et donc, on a effectivement des sous-segments de la tech qui continuent d'être explosifs, vous le rappeliez tout à l'heure avec Micron, mais il y a aussi maintenant des incertitudes, des hésitations sur le coût de ces semi-conducteurs et de ces infrastructures IA, avec le prix des matières premières qui, avec l'inflation, donc monte le prix de ces équipements, et donc pour avoir des capex identiques, ça va coûter plus cher. Et donc voilà, on voit que le marché, il est un peu moins convaincu qu'il y a un mois. C'est tout à fait normal et légitime. Alors maintenant, le prochain rendez-vous, Grégoire, c'est quoi ? Ça va être les résultats trimestriels qui vont arriver dans la deuxième partie du mois de juillet. Et ça, pour moi, ça va être vraiment l'heure de vérité. Parce que s'il y a des déceptions, alors on pourrait avoir des dégagements plus importants. Et puis si au contraire, on a encore une fois des bonnes surprises, on pourrait avoir un marché qui continue de bien se tenir, mais de toutes les manières, ce qu'on a vécu depuis le 31 mars, on n'est pas capable tout de suite de le revivre. Donc si vous voulez connaître très rapidement mon séquencement de 2026, moi je pense qu'on pourrait encore avoir des marchés qui tiennent bien en juillet, parce que historiquement, juillet est un bon mois du côté de la saisonnalité. Ensuite, août et septembre, je pense qu'il ne va pas se passer grand-chose, voire on va assister à une baisse. Et puis après, c'est les midterms. Et on sait bien que pour le dernier trimestre de l'année, avec les midterms, on a des marchés qui repartent très fort. Donc je reste constructif sur les marchés actions pour 2026. Mais je pense maintenant que voilà, lever le pied et prendre des bénéfices n'est peut-être pas une stratégie complètement idiote. Organiser une rotation dans les portefeuilles, aller chercher un peu de diversification en dehors de des seules grandes valeurs technologiques américaines, et pas que, parce qu'on retrouve énormément de concentration en Asie également sur ce thème-là, avec une poignée de valeurs là aussi qui font la performance des indices asiatiques. Comment vous regardez le marché américain, Bertrand, chez Portzamparc Gestion ? Est-ce que on a l'impression qu'on est de plus en plus sans filet, c'est-à-dire qu'à part la tech, les semi-conducteurs, et dans les semi-conducteurs, la partie mémoire, c'est beaucoup moins Nvidia qui drive le marché qu'une boîte comme Micron. Alors il y en a d'autres après, SanDisk, etc. Enfin là, chaque mois on découvre, on redécouvre d'ailleurs des nouveaux noms, parce que c'est des noms qu'on connaît depuis longtemps, SanDisk notamment, ou Nokia en Europe, mais c'est vrai qu'on les voit repartir de manière spectaculaire à la faveur de ce marché qui chasse comme ça les poches d'étranglement aussi de l'industrie des semi-conducteurs. Dans le tableau que vous nous apportez là, à part la techno sur le marché américain, il n'y a pas grand-chose qui reste foncièrement bullish. Là, j'ai mis les 6 premiers secteurs américains dans l'ordre décroissant. Donc la technologie qui représente 35% du secteur du S&P. Donc on le voit, c'est le seul qui est haussier, même si on était un petit peu secoué. Parce que là, dans la technologie, on a tout. On a aussi les logiciels. D'accord. Donc c'est beaucoup moins bullish. C'est pas juste le hardware, c'est pas le SOX. Que si c'était l'indice de Philadelphia Semiconductor.
Finance, c'est compliqué, on le voit. Enfin, consommation, même communication, dans lequel on va retrouver Meta et Google. On voit que ça marche pas. On est sous les 200 baissières. En fait, le seul, et pareil, il faut accepter de se faire chahuter, c'est l'industrie. Donc, ou pareil, dans l'industrie, on va retrouver un peu les mêmes thématiques qu'en Europe, c'est-à-dire globalement dans ceux qui fonctionnaient bien. Donc, il y avait le côté aviation, mais ça s'est calmé, comme on l'a vu sur Safran, comme on l'a vu sur Airbus. Et ce qui reste, c'est tout ce qui tourne autour de l'énergie. Donc, des sociétés qui vont être contributeurs à... quel que soit où qu'elle soit dans l'échelle de valeur ajoutée, mais à la mise en place soit des data centers, soit des centres de production d'électricité pour les data centers. Mais ça reste la même thématique, quoi. Ça reste la même thématique. Quand on se retrouve dans ce genre de situation, c'est toujours un peu la même question. Est-ce que ça veut dire que tous ces secteurs, finance, communication, conso, discrétionnaire, santé, sont autant de réservoirs potentiels pour voir la hausse s'élargir, ou est-ce que c'est quand même le risque d'une fragilisation importante du marché, avec l'idée effectivement qu'on ne tient plus qu'à un fil, quoi. Là, c'est une vision en relatif S&P 500. Donc, on peut continuer. Donc, la finance marche moins bien que le S&P. Pour autant, il y a des dossiers qui... Donc, on est vraiment dans une affaire de stock picking. Donc, le côté sectoriel, acheter un ETF sectoriel, en fait, on le voit, ça marche moins bien que le S&P. Qui lui-même, on l'a vu tout à l'heure, était le plus mauvais des 4 indices que je proposais dans le match Europe-US. Donc, on regarde et franchement, on ne voit rien arriver. En termes sectoriels, il y a des histoires individuelles, mais c'est vraiment des histoires individuelles. Et donc, du coup, comme c'est des histoires individuelles, il faut vraiment qu'il y ait un côté où la boîte est en train de sortir d'une période de consolidation avec un nouveau narratif à apporter au marché, avec une restructuration, avec des choses de ce style-là, parce que sinon, on sait que ça va être fragile. Donc, on est dans cette situation-là, et qui plus est, avec un sujet alors, ça ne se voit pas sur la volatilité, parce que la volatilité, sauf erreur, on doit être encore en dessous de 20. Non, on est remonté à 20 là sur le VIX. On remonte à 20 aujourd'hui. Ce qui n'est pas un gros niveau de volatilité. Non, ça montre d'ailleurs que les gens, ou que les investisseurs sont couverts, sont prudents, sont pas dans une exubérance totale, irrationnelle, pour citer Alan Greenspan. À 20 sur le VIX, on n'est pas dans l'optimisme le plus débridé non plus. Bon, par contre... il suffit de 2 claquements de doigts pour se retrouver à 36. D'autant plus qu'en fait, le sujet quand même qu'on a eu sur la tech, c'est que le 5 juin, l'indice des semi-conducteurs a perdu 10% dans la journée. Il faut remonter très loin pour avoir ce type de comportement. Et en fait, on est vraiment dans le sujet du Six Sigma. Enfin bref, c'est un truc hyper rare. Donc on ne peut pas le passer de côté, parce que là, pour le coup, ça bouge avec des gros capitaux. Et en fait, on se rend compte que les investisseurs américains, donc les institutionnels, mais également les particuliers, travaillent le marché de plus en plus avec de l'effet de levier à la hausse. Des ETF leveragés. Et on a des ETF single stock leveragés. Exactement. Et donc, du coup, forcément, quand tout va bien, ça monte, il n'y a pas de volatilité. Au moment où il y a un petit choc, tous ceux qui commencent à sortir créent la sortie des autres, font des appels de marge, parce qu'en fait, les choses vont très vite. On est sur des dossiers, on a fréquemment des dossiers qui ont des volatilités de 60 dans la tech, ce qui est à dire à peu près 3 fois plus élevé que le marché dans son ensemble. Le marché dans son ensemble. Donc il faut bien voir que quand il bouge 3 fois plus vite. Donc là où le marché fait des journées entre plus 1,5, moins 1,5, là on se retrouve sur du plus 4,5, moins 4,5. Mettez du levier là-dessus, vous vous retrouvez vite dans la journée avec du plus 10, plus 15, moins... Votre carrière de trader s'arrête tout de suite, quoi. Émotionnellement, c'est très compliqué. Oui. Et si ce n'est pas vos émotions qui vous arrêtent, c'est les appels de marge. Et ça, c'est pour vous, c'est quand même la partie comportementale, la partie leverage, retail, qui est peut-être le risque le plus important aujourd'hui dans ces marchés, parce que le SOX a perdu 10%, le KOSPI a perdu 10% aussi sur une séance il y a quelques jours. Il les a gagnés 3 jours après. Donc au milieu de ça, c'est compliqué, parce que là, pour le coup, on est vraiment sur un marché qui joue avec nos émotions. Donc quand on regarde des dossiers comme Micron, comme Seagate, qui ont connu des performances de dingue, nous, on a commencé à acheter du Seagate du côté des 150 ou 200, elle vaut 1000. Bon... là, il y a quand même le risk management qui rentre en jeu. Quand on a fait x10 sur une valeur, là... Alors,
comme les signaux sont... Donc nous, on a un système de ranking qui tourne tous les jours, donc il nous donne le truc. Par contre, on sait que, voilà, on a un éloignement... Enfin, on porte un risque. Et donc, pour le coup, on le gère via la pondération. Sur les stocks... Donc on est obligé d'alléger en permanence ces Exactement. positions, c'est ça, Bertrand? Parce qu'on sait que quand ça se retourne... Sans que, enfin, non, quand ça se retourne, quand il y a une normalisation, c'est-à-dire qu'il y a un choc, comme on a eu là sur le SOX, moins 10, moins 15, c'est possible dans la journée. Et donc, on ne peut pas se permettre de perdre trop. Donc, du coup, on va limiter nos pondérations. Et dès qu'on arrive, que la dérive nous a amené du côté des 5, 6, 7%, on écrète. On prend régulièrement, on revient un peu plus bas, parce que ce genre de journée, il faut qu'on soit capable de les gérer. Et si vous avez laissé trop dériver une position, et il est très facile, dans ces conditions-là, avec des performances aussi fortes, de vous retrouver avec votre portefeuille, même si vous construisez une position à 3% à 10 ou 15%, quand vous perdez 10 ou 15% sur 10 ou 15% du portefeuille, là, pour le coup, c'est très compliqué à gérer. Le risque, c'est de tout sortir. Derrière, ça remonte. Enfin, oui, on prend que les mauvaises décisions derrière. Donc, voilà. Et puis, continuer à chercher de la diversification, même si c'est compliqué, comme je le disais tout à l'heure, dans des secteurs qui ne sont pas forcément super en ce moment. Ouais. On va en parler, de la diversification et des secteurs pas super qui peuvent peut-être demain redevenir super. Laurent, quel est le regard que vous portez sur effectivement l'investissement des particuliers avec des produits de plus en plus leveragés, encore une fois, des ETF single stock sur une seule valeur leveragée, ça rentre aujourd'hui dans la boîte à outils de l'investisseur particulier en Asie, aux États-Unis. Et quels sont un peu les marqueurs d'exubérance là que vous suivez, Laurent? Alors, je regarde surtout en ce moment le ratio de force relative entre le S&P équipondéré et le Nasdaq 100. Pourquoi ? Parce que quand on connaît l'importance du Nasdaq 100 dans les valeurs de la tech en général, dans la hausse des marchés en ce moment, comme Bertrand le disait tout à l'heure, voilà, on a un marché qui est porté par cette thématique. Et en plus, il se trouve que les valeurs de la tech sont aujourd'hui de très loin les plus grosses capitalisations boursières de Wall Street. Alors, quand on voit un ratio de force relative qui commence à montrer que le S&P équipondéré est peut-être en train d'arrêter sa sous-performance et peut-être également en train de repartir à la hausse, pour moi, c'est un signal, c'est un avertissement que quelque chose est peut-être en train de changer. Si on regarde ce qui s'est passé en octobre de l'année dernière, on voit une surperformance très nette du S&P équipondéré face au Nasdaq 100. Alors, vous pourriez me dire, en fait, c'est assez positif parce que ça veut dire qu'il y a de la rotation sectorielle et que les flux se réorientent vers d'autres secteurs et que le rallye peut se poursuivre. Le problème, c'est qu'on a aujourd'hui un bloc moteur qui est le Nasdaq 100 et que si le S&P équipondéré le surperforme, je ne vois pas comment on pourrait avoir un S&P qui continue de progresser si effectivement le Nasdaq s'arrête de le faire. Et d'ailleurs, quand on regarde le ratio de force relative entre octobre et le début de cette année qui était haussier, qu'est-ce qui s'est passé sur le Nasdaq 100 ? Il a consolidé. Bien sûr. Et qu'est-ce qu'a fait le S&P ? Il a consolidé. Ouais. Donc ça veut dire que si on a effectivement, et c'est le titre du slide, une surperformance du S&P équipondéré qui est en gestation et qui demande donc à être confirmée, ça veut dire que le potentiel de hausse à court terme sur le S&P et a fortiori sur le Nasdaq, elle me paraît très très limitée. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément le signal annonciateur de quelque chose de très très négatif sur les marchés. Non, mais quelque chose de plus défensif, quelque chose de plus défensif qui se mettrait en place. C'est ça, Laurent. C'est exactement ça. C'est-à-dire que pour moi, cette rotation sectorielle, elle est défensive. Et donc, encore une fois, si vraiment elle se met en place, ça veut dire qu'on n'a pas beaucoup de chance
en tout cas c'est mon analyse, de voir les indices actions aux États-Unis continuer de progresser de manière significative. Et donc ça nous remet au rendez-vous des midterms, parce que je pense qu'on peut avoir maintenant un espèce de passage à vide, c'est-à-dire grosso modo un moment, une séquence où ça ne sera pas très intéressant sur les marchés américains. Il peut tout à fait y avoir une séquence de consolidation sans pour autant qu'il y ait beaucoup de volatilité, parce que je pense que, encore une fois, je reste constructif sur 2026, donc je ne joue pas du tout les Cassandres, mais je pense que on voit bien du côté de l'appétit pour le risque que c'est quelque chose qui est en train de se tarir. Et je vous avais d'ailleurs amené un autre graphique. Ouais. Qui là, va dans le l'idée, même c'est de sens. comparer effectivement la classe d'actifs crédits le plus risqué, le high yield, par rapport Exactement. au marché actions, en prenant la référence américaine du S&P 500. Hein. Exactement. Et là, on voit qu'il y a une divergence baissière qui est importante. Alors, dans toutes les classes d'actifs, il y a des actifs qui sont défensifs et d'autres qui sont considérés comme risqués. Donc, sur la partie obligataire, le high yield est la partie qui est risquée. Et donc, logiquement, elle se comporte comme les actions. C'est-à-dire que quand on a confiance dans le cycle économique, eh bien, on va prêter de l'argent à ces entreprises qui sont jugées risquées. Et puis quand on commence effectivement à sentir que le vent tourne, on réduit la voilure et on procède à des dégagements. Et donc, cette divergence que vous voyez à droite entre le S&P qui continue de progresser et le high yield qui n'arrive plus à le faire, pour moi, c'est encore une fois un petit signal qui montre que on est en train d'assister à une dégradation sur les marchés. Encore une fois, une dégradation qui devrait a priori fournir aux investisseurs des points d'entrée beaucoup plus intéressants dans les semaines qui arrivent, ou peut-être dans les 2 ou 3 mois qui arrivent. Mais si on essaie de réfléchir de manière tactique, je pense qu'on devrait maintenant a priori plus réfléchir à alléger les positions qui ont gagné, qui ont dégagé beaucoup de gains, plutôt que de continuer de croire que le momentum du 31 mars va continuer. Bertrand, il faut qu'on dise un mot de l'euro-dollar aussi, parce que ça a été la grande histoire de 2025. À la faveur des Américains, on va le dire. Hein. Pour un Européen, c'était compliqué, c'était un risque de change important, puisque le dollar a perdu 10% contre euro. Pour un Européen qui investissait en dollars, il fallait intégrer cette baisse de 10% à la performance. Là, on a l'impression qu'on repart en sens inverse, avec ce qu'on appelle le smile du dollar, le sourire du dollar qui ne cesse de s'accentuer. Alors, on a vu le dollar retrouver un peu de valeur refuge au moment de la crise d'Ormuz, le pétrole montait avec le risque géopolitique, le dollar remontait également, se raffermissait également avec le risque géopolitique. Maintenant, on a quand même le signal par le pétrole quand même que ce risque géopolitique s'est considérablement détendu. Le pétrole est revenu d'ailleurs sur ses niveaux d'avant la crise d'Ormuz, quand le dollar, lui, continue de progresser. Il baisse un peu sur la séance, mais on est tombé à 1,1350 sur l'euro-dollar quand même. Donc il faudra voir sur l'euro-dollar, là c'est en fin de semaine, le prix de fin de semaine qui va être intéressant, parce que sur des cotations en journée, oui, on est passé en dessous d'une limite que tout le monde regarde. Donc la clôture fin de semaine va être intéressante de ce point de vue-là. On remonte à 1,14 là sur sachant que sur le dollar index, donc qui intègre le yen japonais et la livre britannique, le signal il est clair et net, ça a déjà cassé. Donc voilà, il faudra surveiller. Ça veut dire ça que pour un investisseur qui va faire ses emplettes aux États-Unis, alors même si j'entends le signal de Laurent, la prudence de Laurent, il y a un petit peu de gain de change à faire probablement. Enfin, on se dirige probablement vers une période qui va être un peu plus sympa pour les investissements qu'on pourrait faire aux États-Unis. Pour vous, ça ne s'arrête pas tout de suite. Le raffermissement du dollar peut avoir encore un peu d'espace. Voilà, il faudra surveiller ça, mais ça veut dire aussi que nous, ça corrobore, parce que quand je vous disais, on cherche des alternatives. Quand on regarde, donc dans les secteurs, c'est compliqué. Si on voit que le secteur de l'hôtellerie marche bien, aux États-Unis, en Europe, donc c'est vraiment un sous-segment dans les dans le voyage et loisirs, c'est le côté véritablement hôtel qui fonctionne, le reste c'est compliqué.
Donc bon, il y a quelque chose, mais encore une fois, là, on est sur un sujet de l'art. Oui. Par définition dans le tourisme. Et on s'aperçoit après que quand on regarde les dossiers qui remontent, qui sont peut-être demain intéressants et qui ont longtemps souffert, on va retrouver du Publicis, moitié du chiffre d'affaires des États-Unis. On va retrouver du AB InBev. Bon, pareil, c'est une européenne, une expression de l'art. Donc on est en train de regarder, là, c'est pas complètement mûr comme raisonnement, mais il semblerait que ces dossiers-là, qu'on voit revenir sur le devant de la scène, alors chacun avec ses histoires, Publicis... Mais le facteur dollar est peut-être en train de remonter un peu. Le facteur dollar est peut-être un facteur commun, donc ça n'a pas forcément marché avec tous. On le voit, Publicis, il y a le sujet, c'était la victime de l'IA, et puis rien ne va se passer. Bon, là, on a vu avec la dernière acquisition qui est bourrée de sens, et nous, on adore le management. Donc, et enfin, on va peut-être lui reconnaître justice. On a un titre qui est en train, qui est une phase de controverse, qui est potentiellement mûr pour repartir. AB InBev, l'histoire était compliquée parce qu'il y avait beaucoup de dettes. Bon, ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Et puis là, en fait, ils sont en train de nous raconter une autre histoire. Alors, c'est ténu, mais tout ce qui est bière sans alcool, ça marche bien. Oui. C'est un succès. Visiblement, c'est le secteur en croissance. C'est là où il y a la croissance, parce que sur le reste, c'est une croissance très atone. Donc, il y a peut-être une histoire à raconter autour de ça. Donc, voilà, on est en train de surveiller tous ces dossiers-là. Compliqué de toute façon, l'alimentaire, entre les GLP-1, la désalcoolisation des générations, je ne sais pas comment le dire, mais le fait que la consommation d'alcool baisse, etc. C'est vrai qu'il y a peut-être des changements de mode de consommation qui sont en train de germer et qui pourraient modifier aussi les profils un peu de ces entreprises. Voilà, donc on regarde ça, on a des valeurs comme Puma, pareil, c'est valeurs européennes certes, mais avec une exposition au dollar. Donc ça peut être un début d'idée, un embryon d'idée. Regardez peut-être l'exposition du chiffre d'affaires au dollar. Mais on voit bien, et je suis complètement d'accord avec Laurent, que sur la tech, on a fait des grosses performances, on peut continuer et on est positionné, donc on en profitera. Mais il faut quand même préparer le plan B, parce que le choc à moins 10 sur le SOX, il n'est pas anodin. On ne peut pas le passer sous silence. Il y a un sujet, et à un moment donné, le sujet reviendra de dire qu'est-ce qui peut marcher si la tech, à quand les sujets-là, et donc du coup, on va se retourner. Tout va dans la première étape, c'est tout baisse un peu ou beaucoup, et après on va regarder, et c'est peut-être des valeurs. Parce qu'en fait, il y a des secteurs qui ont été complètement ignorés depuis très longtemps, qui peuvent revenir et objectivement qui sont bien sous tout rapport, mais qui ont juste été oubliés de la bourse. Et donc, alors, il y a les victimes de l'IA et les oubliés aussi de la bourse, comme vous dites. À quoi on fait référence, Bertrand? Et est-ce que c'est des secteurs, effectivement, qui peuvent amortir une secousse sur la tech, voire peut-être même performer dans un moment où la tech, elle, est-ce qu'on trouve encore des histoires de secteurs ou d'entreprises qui soient décorrélé de l'IA? C'est un peu ça la question aujourd'hui. On a l'impression que l'IA hérite tellement de choses qu'une boîte, un équipementier automobile, Valeo, on peut lui mettre 20% sur une journée parce qu'il a fait un contrat pour un refroidisseur de data center, des histoires comme ça. Caterpillar qui a dû prendre 70-80% parce qu'ils se mettent aussi à fournir un peu d'équipement pour des data centers très en dehors de leur cœur de métier. Mais finalement, dès que l'IA s'approche, boum, la valeur explose. En fait, sur Caterpillar, je suis tombé dans le panneau aussi. Moi, je l'avais laissé avec ses gros engins de chantier. En fait, ça fait un moment qu'ils sont sur le BESS, sur des batteries conteneurs, et qu'ils en fournissent. En fait, ça, c'est monté en puissance dans le chiffre d'affaires et les marges avec. Mais oui. Donc, on est en train de regarder les alternatives. L'énergie, quoi qu'il... il en faudra. Donc, il peut y avoir des moments compliqués. On l'a vu, il y a des dossiers. Schneider, ça n'a pas toujours été très simple. Donc, Mais il y a d'autres moteurs aussi que la seule IA dans l'énergie. L'IA est un nouveau moteur pour l'énergie, mais le thème, pour revenir à la souveraineté de l'électrification en Europe, il ne s'arrêtera pas demain si une boîte annonce une baisse de ses capex dans l'IA, j'imagine. Non, ça, il faut continuer à surveiller de très près. Donc on est dans ce moment-là où... Il faut s'y préparer. Et en fait, ça coûte rien de s'y préparer. Il faut juste réfléchir un peu. Mais concrètement, c'est dans ces moments-là qu'il faut le faire. Voilà, parce que cette période de ce qu'on appelle de controverse, où les dossiers, ceux que j'ai cités là, dernièrement, les publicistes, la BMBF, qui ont beaucoup baissé, sont en train de repartir. On sait que c'est une période où personne n'est d'accord. Les analystes, il n'y en a pas un qui est d'accord. Donc certains commencent à se dire, oui, mais quand même, c'est pas cher, il faut y retourner, alors que les autres voient encore des problèmes d'inflation, des problèmes de le marché de la pub n'est pas génial. Enfin bref.
Donc, c'est des moments où on peut se faire un peu secouer. Et donc, voilà, on va surveiller de très près les publications, parce que c'est sur les publications en général, il peut y avoir le déclencheur, où voilà, on a plusieurs analystes qui vont dire mais mon Dieu, mais c'était tellement énorme. Ouais. Après, je vois dans les... Donc, il ne faut pas avoir peur sur ces moments-là de rentrer, même si le titre est en train de prendre 10 ou 15 dans la journée. C'est juste le démarrage d'une séquence qui peut être un peu plus longue. Après, pour revenir sur les victimes de l'IA, dans les médias, dans les logiciels, j'ai quand même l'impression que des boîtes, alors on pense à SAP, Capgemini, Publicis, c'est des boîtes qui vont devoir quand même apporter une quantité de preuves pour démontrer qu'elles ne sont pas victimes de l'IA, mais qu'au contraire, elles peuvent en profiter. J'ai l'impression que c'est pas un trimestre de bons résultats, parce que des SAP, des Capgemini continuent d'avoir des bons résultats, mais ça réveille pas les titres pour autant. Oui. J'ai l'impression qu'il va falloir démontrer ça sur des trimestres et des trimestres avant que le marché se dise peut-être oui, en fait, ils vont réussir à en profiter. Clairement, il y aura un sujet sur apporter des preuves qui seront pas... Mais voilà, pas juste sur les discours qui vont compter. Parce qu'en fait, le sujet de la rentabilité, il arrive de l'autre côté, puisqu'il arrive chez elle, c'est-à-dire en fait combien ça vous coûte. Je pense qu'on va avoir le moment token, d'ici très peu de temps, on va en avoir partout, sur tous les murs. Voilà, la tokenisation, combien ça coûte. Tokenomics, voilà. Donc voilà, parce que l'utilisation de l'IA, pour l'instant, c'est un peu en mode freemium. Enfin, en gros, c'est pas le vrai prix. Ils le disent. C'est pas le prix du token n'est pas le vrai prix aujourd'hui. Voilà, et on le voit quand on commence à faire des prompts, on s'aperçoit que il y a des moments où la bécane tourne quand même pendant 4 ou 5 minutes à mâcher la donnée. Ça, on se doute bien que entre ça, un prompt pour avoir j'en faisais un dernièrement justement pour revoir les ratios sur Melia, la comparer à d'autres. Enfin bref, et en fait, ça a tourné pendant une dizaine de minutes. Ouais, ça coûte. Et ça, forcément, ça coûte plus cher que quand vous demandez une recette sur une quiche Lorraine qui va prendre 2 minutes. Et c'est pas le même prix. Bon, c'est quoi une idée diversifiante ou décorrélante par rapport à l'IA pour vous, Laurent ? Alors, je vous ai amené un graphique de la santé parce que je trouve qu'il est dans ce secteur de la santé, Stoxx 600 Healthcare, il est dans une situation que je trouve particulièrement intéressante. Ça va toujours dans ce questionnement. Y a-t-il une vie en dehors de l'IA aujourd'hui sur les marchés ? C'est pas une question qui est facile à répondre, mais quand on regarde ce secteur de la santé avec une belle base qui s'est constituée, on a ici un graphique en hebdomadaire, avec donc une base sur les 1060 points qui a bien tenu, et puis cette semaine on voit que ça repart à la hausse. Voilà, c'est une manière de réallouer un petit peu des fonds, c'est-à-dire que si on a été un investisseur astucieux et qu'on a joué donc cette thématique intelligence artificielle aux États-Unis, peut-être que c'est le moment de prendre des gains et puis de revenir sur l'Europe et pourquoi pas sur la santé, qui est vraiment pour le coup un secteur défensif et qui rentre bien dans ma lecture que j'ai des semaines et des mois à venir, d'autant plus que graphiquement on voit que c'est justifié et que du point de vue de la force relative, on a en bas du graphique un ratio qui est en train de se retourner. Donc c'est-à-dire qu'il y a des flux qui arrivent sur ce secteur et que de mon point de vue, c'est quelque chose qu'il faut considérer. Du point de vue des actions, j'aime bien Novartis en Suisse, j'aime bien Merck en Allemagne. En France, j'aime bien Eurofins. Donc voilà, ce sont des dossiers qu'on peut regarder et qui participent à cette diversification qui, de mon point de vue, est maintenant de plus en plus justifiée. Ouais, c'est la stratégie à suivre aujourd'hui. C'est marrant parce que le secteur de la santé, quand on écoute quand même des spécialistes, c'est le secteur qui va peut-être être le plus révolutionné par l'utilisation de l'IA dans la conception de nouveaux médicaments, dans la recherche de sur-mesure, etc. Et d'ailleurs, on va avoir assez vite peut-être des premiers médicaments IA, ou en tout cas conçus, designés par l'IA. Mais c'est vrai que c'est un secteur qui se comporte de manière assez cantonnée par rapport au thème de l'IA jusqu'à présent, Laurent. En fait, l'IA, elle devient de plus en plus transverse. Et on peut parier que dans 5 ans, il y en aura partout dans tous les secteurs. Donc, vous avez raison, il va y avoir de l'IA dans le secteur de la santé, mais on sort quand même de la thématique immédiate qui a créé chez les investisseurs privés, surtout aux États-Unis, cette espèce d'euphorie collective où ils continuaient de payer des sociétés qui certes faisaient des bénéfices et des trimestres exceptionnels, mais on a quand même été dans un mouvement que je trouve
excessif. Et je pense qu'il va y avoir de l'IA partout et dans le secteur de la santé. Mais si on devait mesurer la distance qui existe entre la frénésie qui existe et la thématique IA, et la thématique IA et son atterrissage dans le secteur de la santé, on a peut-être un lag qui fait que c'est un secteur où on est encore un peu à l'écart de ce que l'IA peut apporter. Une minute, Bertrand, avant de conclure, mais je vous voyais acquiescer quand Laurent évoquait le secteur de la santé. Là aussi, c'est un secteur qui trouve des intérêts spécifiques dans l'environnement de marché actuel. Alors, c'est un secteur qui était compliqué parce que, franchement, sur tous les dossiers qu'on a eus, voilà, on a quand même pris des portes de saloon. Ça a été un peu compliqué sur des dossiers qui ont eu des parcours. Voilà. Pas forcément simple, assez chaotique et donc qui rendait l'investissement pas forcément simple. On a trouvé mieux, on a trouvé mieux à faire. Donc voilà, donc c'est assez voilà. Donc par contre, effectivement, aux États-Unis, on s'aperçoit que le Nasdaq Biotech est en train de revenir sur le devant de la scène. Donc pareil, c'est une controverse, c'est plus ou moins avancé, mais il y a quelque chose. Sur l'indice santé, non, mais sur le sous-segment du Nasdaq Biotech, oui, on commence à trouver des noms qui sont sympas. Et du côté européen, on a des sociétés plutôt du côté des petites et moyennes capitalisations. Enfin, après, c'est des boîtes qui sont déjà à 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards. Mais je pense à Swedish Orphan, donc en Suède. Et puis après, sur la fin de l'année, normalement, Medincell, j'en avais déjà parlé. Ouais. Là, c'est un peu compliqué en ce moment, mais logiquement, avec les résultats qui vont sortir, ça devrait l'apporter pour faire un redémarrage d'ici la fin de l'année. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour conclure ce mois boursier ensemble. Bertrand Lamiel, qui était à mes côtés en plateau, le directeur général de Ports-en-Par Gestion, et Laurent Albi, qui nous accompagnait à distance, responsable de Next Momentum et cofondateur de Caleis 360. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Une fois par mois, nous avons rendez-vous avec Michel Rumi, économiste associé de SPAC, pour un exercice de décryptage économique. Bonsoir Michel, ravi de vous retrouver. Un rendez-vous un peu people aujourd'hui, puisqu'il y a quelques jours de cela, nous en avons parlé autant que possible, évidemment, dans l'émission. Nous quittait Alan Greenspan à l'âge de 100 ans. Il a tenu 5 mandats quand même, je crois, à la tête de la Réserve fédérale américaine, 20 ans, de 1987 à 2006. Alors vous dites, avant d'en faire un personnage historique, c'est l'occasion aussi de revenir sur le fonctionnement de l'économie et ce que la politique monétaire et l'économie peuvent avoir en commun. Tout à fait, parce que quelle est l'idée, c'est que on peut pas rester 20 ans, on va dire, à la tête de la Fédérale Réserve sans avoir impacté le monde des affaires fédérales. Et donc, c'est ça qui est très important, parce que la Fédérale Réserve, c'est pas n'importe quelle banque centrale, c'est la banque centrale de la première puissance économique. Et puis, en même temps, ce qu'il faut bien voir, c'est que le dollar étant la monnaie, la devise internationale, eh bien, les décisions de politique monétaire associées avec la place du dollar fait que, eh bien, ça impacte les marchés financiers européens, les mouvements de capitaux sur les pays émergents, etc. Et d'une certaine manière, on peut dire que Greenspan a été, dans une certaine mesure, une illustration de la mondialisation financière, c'est-à-dire qu'une décision dans un endroit bien précis pouvait affecter l'ensemble de la planète, d'une certaine manière. Est-ce qu'il a été à cette époque l'homme le plus puissant du monde, Michel ? On peut, dans une certaine mesure. Alors, il n'y avait pas les Elon Musk, il y avait d'autres grands investisseurs et d'autres grands capitaines d'industrie à l'époque, mais pas avec ces tailles d'entreprise qu'on a aujourd'hui, qui obligent à se poser la question de savoir qui est le plus puissant entre un Elon Musk et les chefs d'État, etc. Mais à l'époque... À l'époque, oui, parce que je dirais, il faut se remémorer que, je dirais, dans la décennie, on va dire 90-2000, la Fédérale Réserve était encore cette puissance, elle a encore. Hein, oui. Mais Don't fight the Fed. C'est elle qui initiait le mouvement de l'activité économique. Et puis, je dirais, bon, c'est ça qui fait que quand on est à la tête d'un gros paquebot, on fait attention, quoi. Ouais. Qu'est-ce qui fait que les Français, et même ceux qui n'ont jamais entendu parler d'Alan Greenspan et qui n'entendront peut-être jamais parler de leur vie d'Alan Greenspan, c'est pas grave. Qu'est-ce qui fait quand même que cet homme-là a eu
une influence aussi sur la vie des Français, par exemple, pendant les 20 ans pendant lesquels il a présidé la Fed. En effet, vous avez raison. C'est-à-dire que ce qui se passe, c'est qu'une banque centrale, on va dire pour simplifier, a un outil qui est fondamental, c'est les taux directeurs. Et donc, ce taux directeur affecte, on va dire, le taux de refinancement des banques commerciales. Et donc, lorsque le taux baissait, lorsque le taux d'intérêt américain baissait, donc ça se diffusait progressivement dans l'économie mondiale. Et donc, les banques, pouvaient faciliter l'octroi de crédit aussi bien aux ménages qu'aux entreprises. Et donc, il y avait les prix immobiliers, l'investissement des entreprises, consommation des ménages. À l'inverse, lorsqu'il augmentait les taux, ça pouvait avoir des restrictions. Et donc, ce qu'il faut bien voir, c'est que derrière, et ce qu'il ne faut pas perdre en même temps, c'est la notion d'éducation financière. Ouais, bien sûr. C'est que derrière chaque opération économique, que ce soit un crédit immobilier, achat d'une voiture ou un investissement, il y a une décision de politique monétaire, donc de banque centrale. Et en fait, ce qu'il faut bien saisir, c'est que la banque centrale agit comme, on va dire, le régulateur de la vitesse de l'économie. Et c'est ça qui est important de saisir à travers, ce personnage qui a beaucoup influencé la vitesse de l'économie. Alors, Alan Greenspan, c'était un grand banquier central. C'était aussi un homme de punchline, un homme d'expression. Une des expressions qui est restée dans l'histoire, il la prononce, je crois d'ailleurs, une seule fois dans sa carrière, à l'occasion d'un discours en 1996, décembre 1996. Alan Greenspan nous parle de l'exubérance irrationnelle des marchés. Qu'est-ce qu'il a voulu dire à ce moment-là avec cette expression? En fait, dans toutes les théories économiques et financières, on parle de rationalité des marchés. Les marchés sont des acteurs et en même temps, les marchés ont l'information parfaite, etc. Et en fait, lui part d'un principe, il dit, mais concrètement, les investisseurs ne sont pas toujours rationnels. Ils achètent dans un environnement euphorique d'une certaine manière. Ils peuvent acheter des actifs à un prix supérieur à leur valeur intrinsèque, valeur fondamentale. Et c'est ça qui est très important parce que il a été, on va dire, novateur à cette période. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est cette idée d'exubérance et donc d'irrationalité des investisseurs est à la base de la finance comportementale. Et aujourd'hui, on parle donc bien sûr, il y a les données économiques, mais il faut parler du comportement des investisseurs, des anticipations, de la psychologie et même parfois de l'effet de mode. Et donc, on retrouve ça à travers, on va dire, certaines crises financières, et aussi bien les subprimes dernièrement que un peu plus tôt, on va dire, même beaucoup plus tard, les bulles de tulipe. Donc, c'est ça qui est important de comprendre, et c'est ça qui fait que il a eu une autre vision des marchés financiers d'une certaine manière. Effectivement. Petit aparté d'ailleurs, décembre 96, il fallait évidemment écouter Alan Greenspan, mais il fallait pas en faire une politique d'investissement, parce que le marché a continué de monter jusqu'en mars 2000. Qu'on puisse parler d'exubérance irrationnelle, ça ne veut pas dire qu'on peut prévoir l'éclatement d'une bulle. Et c'est ça, hein. Tout à fait. c'est ça la difficulté, c'est qu'on peut dire oui. Ça paraît exubérant. C'est exubérant, mais je peux pas te dire quand ça va éclater. Et c'est ça qui est très important, c'est que il a eu, on va dire, son idée était de dire on ne peut reconnaître qu'une bulle que quand elle a éclaté. C'est ça. Et c'est ça qui fait. Donc on peut imaginer la même chose aujourd'hui avec les valorisations de certaines valeurs technologiques ou tout ce qui touche avec l'IA, quoi. Le grand drame de la fin de carrière d'Alan Greenspan, c'est quand même ce qui s'est passé. Alors après son départ de la Réserve fédérale américaine, mais il y était encore jusqu'en 2006. Et c'est vrai que les prémices de la crise des subprimes se font jour en 2007, avec bien sûr la grande faillite de Lehman Brothers ensuite en 2008, la grande crise financière et tout ce qui s'en est suivi. Est-ce qu'Alan Greenspan, et c'est des critiques qui lui ont été adressées directement, auxquelles il a tenté de répondre à la fin de sa carrière, est-ce qu'il a été responsable en partie, un peu, beaucoup des événements de 2008 sur les marchés? On ne peut pas, on va dire qu'il est le seul responsable. Il a une part, et plusieurs études ont montré que pendant sa mandature à la présidence de la Fédérale Réserve, eh bien, il a pris des décisions qui étaient favorables, on va dire, à la prise de risque excessive. Et donc après, ce qu'il faut bien voir aussi, il faut prendre le contexte, hein, c'est qu'après la bulle Internet, il y a eu les événements de septembre 2001, il fallait refaire partir l'activité économique, donc on fait baisser les taux. Et donc, ce qu'il fait, c'est qu'il fait baisser les taux, on va dire, d'une certaine manière, mais
des personnes et donc des acteurs ont pris des prises de risques excessives, et c'est ça qui fait que on a favorisé l'endettement immobilier, mais en même temps toute la bulle financière, pas la bulle, l'écosystème financier monétaire, eh bien a développé des produits un peu, on va dire très explosifs. Bien sûr. Et trop exotiques. Voilà, trop exotiques. Oui. Et puis ce qui s'est passé, c'est que, eh bien quand il a commencé à gérer l'affaire un peu mieux, eh bien d'un seul coup, c'est là où concrètement les risques sont apparus, et c'est ça qui est apparu, et c'est ça qui est aussi ce qu'il faut retirer de la philosophie, on va dire d'une certaine manière, de la crise de 2008, c'est que une stabilité apparente ou on va dire une bonne santé économique et financière peut cacher des risques, et c'est cette croissance qui fait que il faut pas se dire qu'il n'y a pas de risque. Bien sûr. Donc c'est ça qui est fait. Est-ce qu'il a reconnu des erreurs d'ailleurs après avoir quitté la Réserve fédérale américaine ? Oui, en fait, et c'est ça aussi l'affaire des grands hommes, on va dire. On reconnaît ses erreurs, et il a reconnu avoir surestimé la capacité des agents financiers et des marchés à s'autoréguler. Et en fait, ce qu'il faut bien voir, c'est que il considérait que les marchés pouvaient très libertarien dans l'esprit aussi. Il faut le redire, Greenspan. Tout à fait, tout à fait. Il disait, finalement, on va gérer, les marchés vont gérer, et donc chacun gère ses risques. Et ce qui est surprenant, c'est que, en fait, et c'est ça aussi qu'il faut bien voir à travers cette crise de 2008, c'est que on peut chercher, chaque individu ou chaque entité économique peut chercher à maximiser, je dirais, ses performances. Donc c'est un intérêt rationnel, mais que quand tout le monde le fait en même temps, ça peut arriver à un risque encore plus grand, et donc c'est ce qu'on peut appeler un risque systémique. Et c'est ça qui est important, c'est que la rationalité d'individus n'empêche pas un risque après potentiel global. Ce qui est très intéressant, c'est que Alan Greenspan nous quitte à l'âge de 100 ans, je le rappelle encore une fois, au moment où Kevin Warsh prend la tête de la Réserve fédérale américaine. On a senti dans la première communication de Kevin Warsh l'envie de revenir à quelque chose des années 90. Est-ce que les débats qui prévalaient à cette époque-là, à l'époque Greenspan, sont des débats encore contemporains aujourd'hui, Michel ? Oui, dans une certaine mesure, et je dirais dans une certaine mesure et plus que jamais, parce qu'en fait, c'est le rôle de la Banque centrale dans un environnement particulier aujourd'hui. C'est jusqu'où faut-il soutenir la croissance ? Est-ce que je dois, en tant que banque centrale, est-ce que je dois intervenir face à des valorisation un peu qu'on peut juger excessive? Est-ce qu'il faut comment gérer l'inflation, la croissance, la stabilité financière? Et en fait, c'est ça qui fait que ces questions qui sont encore d'actualité existaient dans les années 90, et d'une certaine manière, Kevin Warsh, je dirais, revient un peu, prend une nouvelle gouvernance. Pour moi, à mon sens, c'est que la nomination de Kevin Warsh donne, c'est pas des actions de politique monétaire, mais une nouvelle gouvernance avec une méthode. Voilà, c'est ça. Quelles leçons l'épargnant doit-il retirer de tout ça, Michel, avec l'exemple, effectivement, d'un homme qui, pendant 20 ans, aura dirigé la Réserve fédérale américaine et donc la politique monétaire mondiale, pour dire. Je dirais pas une, mais deux leçons. Première des choses, c'est que l'environnement monétaire influence profondément les performances des placements, et ça peut être évident, mais il faut bien savoir d'où cela revient. Et puis deuxième chose, c'est que toute situation économique n'est pas permanente, et donc pour un épargnant, il faut jamais se rester, on va dire, dans un même schéma, que si on veut être un bon épargnant et un bon investisseur, eh bien on cherche plutôt non pas à avoir la martingale, mais de prévoir ou de créer des portefeuilles qui peuvent résister à plusieurs scénarios. Et donc en fait, ça revient à dire, c'est qu'il faut diversifier son portefeuille et stratégie pour, on va dire, subsister encore quelques années. Bon, 30 secondes pour finir, Michel, qu'est-ce qu'il faut retenir? La leçon à retenir des 20 ans de pilotage de la politique monétaire par Alan Greenspan? Je dirais trois choses. La place des banques centrales dans l'économie mondiale, l'influence décisive des taux d'intérêt, et puis la difficulté de détecter les bulles financières avant leur éclatement. Et donc, l'incertitude n'est pas une anomalie de marché, on va dire, de l'économie. Elle en fait une caractéristique permanente. C'est ça. C'est pas un bug, c'est un feature de l'économie aujourd'hui. L'incertitude appartient au régime économique et au marché. Merci beaucoup, Michel. Michel Rumi avec nous chaque mois, économiste associé de SPAC dans Smart Bourse, à retrouver bien sûr sur bismart.fr.